Bonsoir, donc je vais vous parler un peu de l'histoire de ces starbursts et noyaux actifs dont a parlé Françoise, et je vais essayer de les resituer dans un contexte statistique pour voir un peu si ces phases qui sont assez violentes dans l'histoire des galaxies ont joué un rôle important ou pas dans la formation des étoiles qu'on voit dans l'univers proche. On a vu qu'il y avait toute une variété de mécanismes physiques qui étaient en jeu, avec dans des galaxies qui évoluent sur des milliards d'années, des mécanismes qui allaient se produire sur des temps très très courts, qui pouvaient vider une galaxie. On dit souvent, entre nous même, tuer une galaxie, ce qui veut dire arrêter sa formation d'étoiles. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si effectivement les galaxies s'arrêtent et se rallument régulièrement. Est-ce que ces phases de flambée de formation d'étoiles qu'on appelle, donc j'utiliserai le mot de starburst français, bien sûr, ces phases de flambée de formation d'étoiles, est-ce qu'elles sont courantes, est-ce qu'elles jouent un rôle important dans l'histoire des galaxies, et ainsi que ces noyaux actifs avec leur G, qui sont deux formes de monstres qui, au début de leur découverte, ont été considérés comme des cas atypiques, un peu comme des maladies des galaxies, qui étaient véritablement des monstres cosmiques dont on pensait qu'ils n'avaient pas d'influence majeure dans l'histoire des galaxies. Et puis vous allez voir que l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire où ces monstres vont devenir une phase courante que toute galaxie a dû vivre et qui ont dû dominer complètement l'histoire des galaxies. Puis on est revenu ensuite à une idée où c'était des cas rares. Et puis, vous verrez à la fin que maintenant, on se demande si effectivement ils n'ont pas joué un rôle fondamental carrément au moment de la naissance des galaxies. Alors, nous sommes ici au Collège de France, dans une galaxie typique qui forme encore des étoiles, qui n'est pas dans une phase violente, et cette galaxie, la Voie lactée, a peut-être vécu une phase extraordinaire. Si on zoome sur cette galaxie, on va maintenant se dire, se positionner sur, comme je disais, dans une vision statistique pour voir si les galaxies autour de nous ont des flambées de formation d'étoiles ou pas, et puis essayer d'avoir un peu une vision globale de cette histoire. Donc pour ça, on va se déplacer de notre environnement très proche, ce qu'on pourrait faire très facilement en prenant une petite fusée qui va à quelques fois la vitesse de la lumière. Vous avez ici 200 000 années-lumière, c'est les distances des nuages de Magellan. Vous voyez ici donc des filaments de galaxies, et on va se déplacer dans notre environnement proche, la galaxie d'Andromède, Messier 31, Messier 33, et puis on va traverser une région qui est un mini starburst, qui est un nuage moléculaire extraordinaire, beaucoup plus grand que ceux qu'on a dans notre Voie lactée, et dans lequel se forment vraiment beaucoup d'étoiles. Et progressivement, vous voyez qu'on est dans des régions qui sont assez vides. Tout à l'heure, on ira se déplacer dans des régions plus denses. On va chercher maintenant à se rapprocher de ces deux galaxies-là, Messier, donc voilà, les deux galaxies de Messier, dont Messier 82 ici, qui est le starburst le plus proche de nous, une galaxie à flambée de formation d'étoiles. On voit ici en arrière-plan l'amas de galaxies le plus proche de nous, qui est l'amas de la Vierge. Alors cette galaxie-là, c'est une des galaxies qui est dans cette phase avec des vents galactiques, comme elle a montré Françoise, où la matière sort de la galaxie à des vitesses de 300 km par seconde. Et là, on est en plein paradoxe, puisqu'on voit une galaxie qui a une flambée de formation d'étoiles, donc un starburst, c'est-à-dire que la matière se concentre pour former de grandes quantités d'étoiles à un rythme prodigieux, qui, au moment où on l'observe, est en train de se vider de sa matière. Donc il y a quelque chose de paradoxal, et c'est là le paradoxe de ces monstres, c'est que la matière sort alors qu'elle est en même temps dans une phase la plus concentrée. Et cette idée-là de vie et de mort des galaxies, c'est une idée qui est omniprésente dans ces questionnements sur ces populations de galaxies. Maintenant, reprenons notre petit voyage. On en était là. Allons un peu plus loin. Maintenant, on va se déplacer pour prendre une autoroute pour aller vers l'amas de la galaxie de la Vierge. Et ce que je vous demande de constater, c'est que dans un premier temps, les galaxies sont principalement des galaxies spirales avec des beaux disques, qui sont des régions où il y a beaucoup de matière interstellaire, où les galaxies forment des étoiles. On va se déplacer pour prendre l'autoroute, on ne va pas aller à travers champs, on ne va pas faire du hors-piste. Et puis, une fois qu'on sera sur l'autoroute, vous allez regarder un peu, alors on ne voit pas très bien à l'écran là, mais vous pouvez distinguer un peu la forme des galaxies. Vous voyez qu'il y a certaines galaxies qui sont comme des sphéroïdes, qui sont donc des galaxies elliptiques, dont les populations d'étoiles sont très vieilles, il n'y a plus de formation d'étoiles depuis très longtemps. Il y en a de plus en plus relativement aux galaxies spirales qui forment des étoiles,
jusqu'à ce qu'on arrive à cette galaxie géante, qui est une des galaxies dont a parlé Françoise, une galaxie au centre d'un amas de galaxies, Messier 87. Et quand on arrive tout près du centre de cette galaxie, on commence à voir sortir quelque chose, et ce quelque chose, en l'occurrence, c'est un de ces jets radio qui sort de cette galaxie-là, qui est nourri par la matière intergalactique. Alors là, à nouveau, il y a quelque chose de paradoxal. Vous avez une galaxie qui ne forme plus d'étoiles, qu'on appelle une galaxie morte. La masse caractéristique des étoiles qui sont dans ce genre de galaxie, c'est 1/3 de la masse du Soleil. Et pourtant, de la matière tombe depuis 1 million d'années-lumière jusqu'au cœur de la galaxie, dans notre vision actuelle, nourrit le trou noir central qui va faire un jet. Mais il faut que la matière aille jusqu'au centre sans former la moindre étoile. Et ça, on ne sait pas très bien faire, en fait. Donc voilà un peu le paradoxe de ces monstres. Alors bien sûr, vous l'avez compris, comme l'a expliqué Françoise, lorsque le jet va heurter la matière intergalactique, il va la chauffer, il va créer une pression dynamique qui va empêcher la matière de refroidir. Maintenant, comment il est nourri, comment la matière sort de là, c'est là toute la question. Alors donc l'histoire que je vais vous raconter, comme je vous le disais, c'est une histoire à rebond avec au début l'idée que ces objets sont des monstres, puis on va s'apercevoir que ce ne sont pas des objets particuliers, mais des phases à considérer dans l'histoire de toute galaxie. Toute galaxie a vécu une phase de starburst et de noyau actif, et même plusieurs, mais que ces phases vont avoir un rôle. Je commence par la conclusion, pour le cas où vous ayez des choses à faire. La conclusion, c'est qu'on va s'apercevoir que ces phases, finalement, elles ne vont pas transformer drastiquement les galaxies. Comme le disait Françoise d'ailleurs tout à l'heure, le taux de formation d'étoiles des galaxies est le même quand elles ont beaucoup de vent ou pas. Donc on voit des choses violentes, on se dit ça doit faire quelque chose de catastrophique, et puis, vous voyez bien, cette galaxie-là, elle forme plus d'étoiles que les autres, et c'est elle qui en perd de la matière. Et puis, ce que je vais essayer de dire vers la fin, c'est quelque chose de plus spéculatif, c'est peut-être qu'en fait, on est en train de voir quelque chose qui est fondamental dans la naissance des galaxies. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on appelle une flambée de formation d'étoiles, ou un starburst? Ça va être une phase atypique de formation d'étoiles qui va être particulièrement plus intense. Donc si on prend ici le nombre d'étoiles qui naissent par année, en masse solaire par an, ces étoiles elles peuvent avoir des masses plus petites ou plus grandes que le Soleil, en fonction du temps, on va s'apercevoir que l'histoire est assez chaotique, elle varie comme ça, mais avec un taux relativement moyen, puis tout d'un coup, paf, vous avez une flambée de formation d'étoiles. La formation d'étoiles va être 10 fois plus intense pendant une durée qui va s'étaler entre 10 et 100 millions d'années. Et donc on va définir un starburst comme une galaxie qui a, au moment où on l'observe, une activité de formation d'étoiles qui est au moins 2 à 3 fois plus grande que son histoire moyenne. Ici j'ai mis 10 fois, mais il suffit qu'elle forme 3 fois plus d'étoiles que son taux moyen, parce que cette phase est nécessairement courte, puisque si la formation d'étoiles avait toujours été au même taux, alors ça serait incompatible avec l'âge de la galaxie. En très peu de temps, elle aurait formé toutes ces étoiles. Une galaxie qui fait 50 masses solaires par an, ici, en 1 milliard d'années, elle atteint sa taille massive finale, d'une galaxie caractéristique comme la Voie lactée, alors que la Voie lactée a 10 milliards d'années. Donc, ce n'est pas possible. Donc, on voit bien que c'est une phase qui va être nécessairement de durée courte, atypique. Et la question donc va être de savoir si elle se produit souvent, et pour comprendre si elle se produit souvent, de comprendre quelles peuvent être les causes de ces phases. Alors les causes, il y en a 4 qu'on a envisagées, et une 5e qui est la boîte qu'il faut toujours conserver, qui est la possibilité qu'on n'ait pas considéré la bonne, et qui a certainement des causes inconnues qu'on considérera plus tard. Alors la première, c'est ce qu'on appelle des fusions majeures, donc c'est 2 galaxies majeures qui ont plus de 18 ans. En fait, on peut dire qu'effectivement, une galaxie majeure, quand ces étoiles ont fait plus de 18 fois le tour, parce que finalement, le Soleil a fait à peu près 20 fois le tour de la Voie lactée, c'est une galaxie majeure. Mais là, ici, ce qu'on veut dire, c'est que ce sont 2 galaxies qui ont à peu près la même masse. Une peut être à peu près 2 fois, 3 fois moins massive, mais à peu près la même masse. Quand elles se rencontrent, le moment angulaire, c'est-à-dire la rotation du gaz de ces galaxies-là, va être chahuté, la matière va se concentrer au centre, vous allez avoir une flambée de formation d'étoiles. Dans le deuxième cas, une fusion mineure, une galaxie d'un quart ou au moins de la masse de la grande, les 2 fusionnent, il peut y avoir encore une formation d'étoiles. Troisième cas, tout ça, Françoise en a parlé, de l'accrétion de matière qui tombe dans la galaxie, ça augmente la quantité de matière interstellaire, ça crée des instabilités dynamiques qui vont comprimer la matière et qui vont former une flambée de formation d'étoiles. Enfin, le 4e cas, ça va dans les 2 sens d'ailleurs, vous avez ici un noyau actif, c'est-à-dire un trou noir qui accrète de la matière, qui fait un jet, ou qui a un vent, qui va comprimer la matière au bord de la galaxie ou à l'intérieur de la galaxie et qui va provoquer une flambée de formation d'étoiles. Et vous pouvez avoir l'inverse de la formation d'étoiles
dont les vents des supernovae vont comprimer la matière ou vont la propulser vers le trou noir, ou des régions de formation d'étoiles qui vont tomber dans le trou noir et le nourrir. Donc vous pouvez avoir aussi, dans tous ces cas-là, vous pouvez nourrir une flambée de formation d'étoiles, mais simplement ce que vous faites, c'est vous comprimez la matière interstellaire, et quand vous comprimez la matière interstellaire au centre, vous allez aussi, en théorie, nourrir le trou noir supermassif, dormant dans le cas de la Voie lactée, actif dans le cas de Messier 87. Alors, dans tous les cas, donc, c'est cette compression, et cette compression qui a lieu dans les starbursts comme dans les noyaux actifs, elle va de pair avec une difficulté et une signature caractéristique de ces phases, c'est qu'elles sont nécessairement dans des régions très très denses de milieux interstellaires, de gaz et de poussière, et donc il est difficile de voir cette matière, ces phases, puisqu'elles sont absorbées pour le noyau actif par le gaz interstellaire et pour le starburst par la poussière interstellaire. Et donc, il faut aller voir à travers les murs que représentent les régions les plus denses où sont situés ces objets-là pour les trouver. Et une des raisons pour lesquelles on pensait que ces phases étaient rares et qu'on avait affaire à des monstres, c'est tout simplement parce qu'on ne savait pas comment les voir dans l'univers, et c'est en ouvrant de nouvelles fenêtres, de nouvelles longueurs d'onde dans les rayons X et dans l'infrarouge, qu'on s'est rendu compte que ces phénomènes qui étaient censés être rares étaient très courants dans l'histoire de l'univers, tout simplement parce qu'il a fallu aller voir les étoiles ou les noyaux actifs derrière des nuages très très denses qui ne laissaient pas passer leur lumière. Alors pour illustrer ça, je vous ai montré un petit schéma ici. Vous avez ici une galaxie ronde, comme il n'en existe pas, avec des étoiles rouges qui sont des petites étoiles froides de température de surface beaucoup plus froide d'un tiers de la masse du Soleil, des étoiles bleues qui sont des étoiles jeunes, et puis des nuages moléculaires très denses où on ne voit pas les étoiles parce que les étoiles justement sont trop obscurcies par la matière interstellaire. Le rayonnement caractéristique des étoiles jeunes et massives, qui vont vivre 10, 100 millions d'années, est principalement dans l'ultraviolet. Elles ont des températures de surface qui sont très élevées. Elles ont une espérance de vie qui est assez courte, donc quand vous en voyez, elles viennent de naître. Et c'est par le fait qu'on voit des rayonnements d'étoiles très massives qu'on peut mesurer le taux de formation d'étoiles instantané des galaxies. Les étoiles les plus vieilles, les plus petites masses, vont rayonner principalement dans le visible et dans l'infrarouge proche. Et puis quand vous regardez dans ces régions très opaques, toute la lumière qui était ici est absorbée par la poussière, mais la poussière chauffe et à son tour rayonne. Et elle rayonne dans l'infrarouge lointain et dans l'infrarouge moyen. Alors ces zones grises ici vont faire ces raies larges qui sont dues à des molécules complexes, des hydrocarbones polycycliques qui sont exactement la même chose que ce que vous trouvez dans un pot d'échappement, la suie noire que vous trouvez d'un pot d'échappement, c'est ce qu'on trouve dans l'univers à très grande échelle, et qui est aussi faite de molécules complexes qui pourraient être celles qui sont à l'origine de la vie. Donc, quelque part, il y a quelque chose de poétique dans l'idée qu'on est en train d'observer la naissance d'étoiles à travers la signature de molécules qui sont peut-être celles qui sont à l'origine de notre propre naissance. Et donc, avec l'infrarouge lointain, on commence à voir quelle quantité de lumière a été produite par des étoiles qui viennent de naître dans des nuages très denses, et même si on ne voit pas les étoiles, on voit leur signature indirecte, et on peut calculer la quantité de lumière qui est là et voir un peu comment naissent les étoiles et à quel rythme. Donc il y a eu une véritable révolution infrarouge qui nous a conduit à revoir complètement notre vision de l'histoire de la formation des galaxies et le rôle de ces starbursts et de ces noyaux actifs de galaxies. Là, je vous montre une image 3 couleurs du satellite Herschel qu'on a obtenu. C'est la plus profonde image de l'univers dans l'infrarouge lointain et qui a aidé à mieux comprendre cette histoire. Alors, je reviens sur un des diagrammes qu'a montré Françoise, cette fois la vision infrarouge. Vous avez ici, dans l'axe vertical des Y, la puissance lumineuse cumulée par un ensemble de galaxies. Donc, vous prenez une boîte dans l'univers qui fait typiquement 1 million ou quelques millions d'années-lumière de côté. Vous comptez combien vous avez de galaxies dedans. Vous comptez quelle est la quantité de lumière qui est rayonnée par ces galaxies. Et puis, d'ailleurs, voilà, c'est encore mieux comme ça, qui est rayonnée par ces galaxies. Et puis, vous comparez cette boîte, on va la comparer à différentes époques de l'histoire de l'univers. Donc là, pour l'instant, on va regarder maintenant, à l'époque actuelle, dans l'univers d'aujourd'hui, proche, la quantité de lumière qui est rayonnée par des galaxies de différentes puissances lumineuses. Donc celles qui sont très très puissantes et qui vont être les starbursts, et puis celles qui sont beaucoup moins puissantes, qui vont être modérées, et celles qui sont très peu puissantes aussi parce que c'est des petites galaxies. Et on va essayer de voir comment ça évolue. Et ce qu'on voit, c'est que quand on regarde la puissance lumineuse des galaxies de petite luminosité, enfin les galaxies qui rayonnent normalement, eh bien, vous voyez que c'est de très grandes quantités, et puis très vite, ça chute très brutalement,
Et le domaine ici de ces galaxies qui rayonnent avec une puissance lumineuse extraordinaire, qui sont des objets rares dans l'univers local, ne représente que 2% de la quantité de lumière rayonnée par l'ensemble des galaxies de l'univers local. Et c'est là où on s'est dit, bon, bah, ces objets-là, qui ont été découverts par le satellite IRAS autour de 1985, fin des années 80 jusqu'au début des années 90, ces galaxies-là, on s'est dit, c'est des monstres complètement atypiques, 2%. Pourquoi s'en préoccuper? Et c'est exactement la même localisation que les quasars, les noyaux actifs les plus extrêmes. Et donc, il y a une rivalité entre les starbursts et les quasars qui font tous deux à peu près 100 milliards, 1000 milliards de luminosité solaire, qui sont des monstres, mais qui sont négligeables. Et puis, 98% de luminosité par des galaxies dites normales, qui ne sont pas monstrueuses. Alors, les monstres, on les a regardés et on s'est rendu compte que la totalité d'entre eux, ceux qui faisaient ces 2%, ce sont des fusions de galaxies. Et effectivement, quand la fusion de galaxies a lieu, les simulations montrent que la matière interstellaire peut être comprimée et peut provoquer la formation d'étoiles. Seulement, ces fusions de galaxies, qui sont extraordinaires dans l'univers local, tout porte à croire qu'elles étaient courantes dans l'univers lointain. Tout simplement parce qu'on commence notre histoire de l'univers avec des fluctuations primordiales qui sont très très petites, et puis voici ici un arbre des fusions dans la formation hiérarchique des galaxies telle qu'on le pense, où vous avez ici, dans cette simulation, on suit à la fois la formation des galaxies, des étoiles et des trous noirs, mais tout simplement ce que je vous demande de voir ici, c'est qu'on part de toutes petites choses qui vont arriver au final à faire une seule grosse galaxie. Ces petites fluctuations ici, comme on part de petites galaxies vers les grosses, vont engendrer des fusions. Donc normalement, les monstres infrarouges qui sont rares aujourd'hui, on voit qu'il y a moins de fusions aujourd'hui, ont duré très très commun dans le passé. Donc c'était l'idée qu'on se faisait. On s'est dit, bon ben voilà, entrons dans la révolution infrarouge, les monstres sont en réalité des phases classiques, typiques de l'histoire de la formation des galaxies. Alors la révolution s'est faite avec une série de satellites depuis IRAS, avec un diamètre de 57 cm. ISO, on a gagné 3 cm seulement, mais les détecteurs sont devenus beaucoup plus puissants. Vous allez me dire, vous vous rendez compte, vous avez attendu 10 ans pour gagner 3 petits centimètres, mais ça a changé notre vision. 25 cm de plus Spitzer, et puis là, 3,50 m Herschel en 2009. Et ce que je vous montre ici, c'est la tâche de diffraction, ce qui limite beaucoup l'astronomie observationnelle. C'est le fait que quand on observe dans des très 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 grandes longueurs d'onde comme ça, eh bien, il y a une diffraction, et ce qui devrait être un point apparaît comme une tâche, d'autant plus énorme qu'avec IRAS, si vous vouliez regarder l'univers lointain, les tâches se superposaient, puis vous ne voyez rien. Et c'était le cas de ISO et de Spitzer aussi, puis avec Herschel, on commence à aller plus loin. Pour vous donner juste l'exemple d'une galaxie proche, voici l'image de la galaxie des chiens de chasse, un blob, avec IRAS, qui est aujourd'hui, avec Herschel, cette très belle galaxie où vous pouvez voir à l'intérieur des régions de formation d'étoiles, qui sont des mini-starbursts en quelque sorte. Vous voyez que de là à là, il y a eu un monde, et ça, c'est la taille du télescope qui l'a permis. Alors maintenant, on va essayer de plonger un peu plus dans cet univers lointain pour avoir une vision statistique du rôle de ces phases dans l'histoire des galaxies. Vous avez ici un nuage, un cirrus, donc dans la Voie lactée, et puis c'est une des premières images qui a été réalisée avec le satellite Herschel, où les gens se sont rendus compte qu'ils avaient donc ces cirrus, cette poussière interstellaire qui rayonne dans l'infrarouge, et puis dedans ils avaient des petits grumeaux, et ils se sont demandé si c'était des étoiles, ou qu'est-ce que ça pouvait être que ces petits grumeaux. Donc on va zoomer dessus, vous voyez qu'il y en a plein partout. Et ça, c'est très gênant parce que quand vous voulez calculer la quantité de lumière qui est rayonnée par la poussière dans cette galaxie, dans le disque de la Voie lactée, pour essayer de mesurer un peu la densité, etc., il faut enlever tous ces petits grumeaux qui vous gênent. Et puis en zoomant sur ces petits grumeaux, on s'est rendu compte qu'en réalité, chacun de ces grumeaux, alors ce n'est pas exactement la même région que je vous montre là, mais c'est la même idée, chacun de ces grumeaux, en fait, c'est une galaxie avec ses 100 milliards d'étoiles, et que vous avez comme ça des milliers de galaxies qui sont dans cette image, et en réalité, vous êtes en train de remonter toute l'histoire cosmique de la formation d'étoiles avec vos petits grumeaux. Alors, personnellement, l'histoire des grumeaux, ça a occupé les 20 dernières années sur lesquelles j'ai travaillé en astronomie. Et un de ces grumeaux, par exemple, qui est ce petit truc rouge que vous voyez ici, qui ressemble à une patte de léopard, eh bien, on le voit tel qu'il était 1,5 milliard d'années après le Big Bang, donc il y a 12,3 milliards d'années dans le passé, et il forme 2000 soleils par an, donc une étoile toutes les 4 heures. Alors ça, c'est un starburst, c'est un vrai. Lui, c'est le starburst. Et donc, là, on voit vraiment qu'ils existaient vraiment dans le passé et que ces monstres-là, ils existaient. Maintenant, est-ce que ces monstres étaient courants ou pas? Alors, vous avez ici, de nouveau, ce diagramme dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui représentait l'époque actuelle. À l'époque actuelle, 2% des objets
Alors, oui, j'utilise le mot maintenant ULIRG ou LIRG. Ce sont des galaxies ultra-lumineuses dans l'infrarouge. Et donc, on a trouvé le terme poétique de ULIRG pour les appeler, et LIRG. Donc, en fait, quand je mets entre parenthèses, ça comprend un peu les deux populations. Et en fait, la ligne que je trace là, c'est un peu entre les deux. Et bon, c'est la région où les galaxies rayonnent plus de 90% de leur lumière dans l'infrarouge. Quand vous êtes dans ces luminosités-là, si vous regardez autre chose que l'infrarouge, vous vous trompez d'un facteur 10 sur la quantité d'étoiles qu'elles forment. Donc, clairement, on est dans le règne des galaxies infrarouges. Maintenant, on va essayer de remonter dans le passé. Alors, vous avez ici un diagramme qui vous montre le taux de formation d'étoiles dans une boîte de l'univers, par exemple d'1 million d'années-lumière, du présent jusqu'au passé, et en fonction, donc, ici c'est le décalage spectral, mais ça correspond au temps. Aujourd'hui, les galaxies, ces monstres, ne font que 2% en comparaison du taux qui est ici de quelques centaines de millions de luminosités solaires par boîte de 3 millions d'années-lumière. Donc ici, ce taux-là, ça correspond typiquement, il est entre deux, voilà, c'est ces deux valeurs que j'ai mis ici, pour vous donner un peu une idée de ce qu'on pourrait s'attendre à voir dans le passé. Si vous êtes à ce niveau-là du diagramme, vous formez un soleil par siècle dans une boîte qui a à peu près 7 millions d'années-lumière. Si vous êtes ici dans ce diagramme, vous formez un soleil par an dans une boîte de 7 millions d'années-lumière. La question est, est-ce que les galaxies de ce type-là formaient beaucoup ou peu d'étoiles dans le passé? Et voilà le résultat. On se rend compte dans ce diagramme où on a séparé trois populations de galaxies en fonction de leur quantité de lumière rayonnée, les galaxies normales, les galaxies lumineuses et ultralumineuses dans l'infrarouge, que les galaxies lumineuses et ultralumineuses, les ultralumineuses sortaient complètement du diagramme, elles sont tellement basses que je ne les montrais même pas tout à l'heure, elles montent quand on remonte dans le passé, donc elles ont chuté, à une vitesse prodigieuse, tandis que les galaxies normales ne changent pas, et que à un décalage spectral de 2, ce qui correspond à peu près 10 milliards d'années dans le passé, donc 3 milliards d'années après le Big Bang, ces galaxies dominaient complètement la formation d'étoiles dans l'univers. Donc si vous preniez un volume donné de l'univers, ces galaxies dominaient complètement l'histoire passée de la formation d'étoiles. Alors là, c'est la clé de la phase de cette révolution infrarouge, c'est le moment, l'apogée de la révolution infrarouge, où on s'est rendu compte que des galaxies qui ressemblaient à ces fusions majeures qu'on voit dans l'univers local dominaient complètement l'histoire de l'univers, et on s'est dit c'est normal, puisque les petites galaxies fusionnent les unes avec les autres, elles font des fusions et elles font des starbursts, et quand il y a un starburst, ça nourrit un noyau actif, on a les deux, c'est extraordinaire. En général, quand tout le monde est d'accord, il y a de grandes chances qu'on se trompe. Alors, vous avez ici l'image du fond diffus cosmologique infrarouge qui a été vue par le satellite COBE, qui avait mesuré la signature dans le domaine des ondes radio du Big Bang, et on se rend compte qu'il y a un rayonnement diffus non résolu en petites galaxies qui représente 5% seulement du fond diffus cosmologique, mais qui ne s'explique pas par le rayonnement thermique à 3000 degrés Kelvin de l'univers, du plasma qui rayonnait à 380 000 ans après le Big Bang. Il a fallu attendre un certain temps pour voir les galaxies qui sont responsables de ce rayonnement, et maintenant, avec le satellite Herschel, on sait exactement que ces blobs qu'on avait vus tout à l'heure sont responsables de la totalité de cette lumière infrarouge. En d'autres termes, si on est capable de comprendre quelle est la source de cette lumière, on comprendra quelle est la source de ce fond diffus cosmologique. Or, ça, c'est la couleur de la nuit noire, c'est-à-dire que la nuit est polluée, enfin, elle rayonne en infrarouge lointain, et que la grosse majorité de la lumière faite par toute l'histoire de la formation des étoiles et des trous noirs, atténuée par la poussière et le gaz, elle se trouve là, dans l'infrarouge. Donc si vous comprenez d'où viennent ces photons, comme c'est les photons qui sont accumulés au cours de toute l'histoire de l'univers, vous comprenez comment sont nés les trous noirs et les étoiles dans l'histoire de l'univers. Il y a deux sources de lumière. Là, pour une fois, c'est simple. La première, c'est la nucléosynthèse. À peu près 0,7% de MC2 fait de la lumière. Et ça, la nucléosynthèse, on estime, en regardant la quantité de carbone, d'azote, d'oxygène, de fer, etc., dans l'univers proche, qu'elle représente 85% de la lumière qui a été rayonnée. Et quand on regarde les trous noirs, on peut calculer combien il y a de galaxies dans l'univers local, combien il y a de trous noirs. François vous a montré qu'il y a une relation entre la masse du trou noir et la masse d'une galaxie. Et pour chaque gramme de trou noir, vous faites au maximum à peu près 10% de MC2 de lumière. Donc vous pouvez calculer combien vous avez de kilogrammes de trous noirs dans un volume d'1 million d'années-lumière.
Cet kilogramme de trou noir a rayonné avec une efficacité de 10%, dont 10% fois votre nombre de kilogrammes C2, vous donne la quantité de lumière totale qui a été faite par de la matière qui a formé des trous noirs au cours de l'histoire de l'univers. Puis une fois que vous savez ça, il ne vous reste plus qu'à déterminer à quelle époque ça a eu lieu, parce que le redshift vous le décalera, le décalage spectral va vous le placer dans une longueur d'onde donnée. Et puis, si vous, comme on sait que c'est à peu près un décalage de 1, c'est-à-dire à peu près il y a 8 milliards d'années que la majorité de cette accrétion a eu lieu, entre 1 et 2, eh bien on s'aperçoit que typiquement la contribution au fond diffus des trous noirs n'est que de 15%. Donc il y a ce petit paradoxe où un trou noir prend 1 kg de matière et fait 10% de MC2 de lumière, tandis qu'une étoile avec 1 kg de lumière fait 0,7% de MC2, donc elle est beaucoup moins efficace à faire de la lumière. Mais il y a tellement plus d'étoiles, typiquement 1000 fois plus d'étoiles que de trous noirs dans une galaxie, qu'en moyenne, vous faites plus de lumière par les étoiles. Donc l'histoire des noyaux actifs va expliquer 15% de ce rayonnement, et l'histoire des galaxies va expliquer 85%. Alors nous, avec Catherine Cesarski, on a écrit une revue dans le magazine Science où on était fiers d'expliquer qu'on avait résolu ce problème, on avait identifié les galaxies qui faisaient le fond diffus infrarouge, et que c'était donc l'histoire des rencontres de galaxies et des fusions de galaxies. Et donc on avait complètement raison qu'on avait identifié les galaxies, et puis maintenant, on peut le dire, comme tout papier dans Science et Nature, on avait faux. Alors, pourquoi ? Alors, maintenant, on va essayer de chercher une signature de ces phases particulières dans la lumière infrarouge. Puisque finalement, ces étoiles et ces trous noirs sont enfouis, complètement enfouis, il va falloir essayer de comprendre ce qui se passe dans un endroit où vous ne pouvez pas voir les étoiles. Donc, vous allez essayer de trouver des signatures de la poussière elle-même pour savoir à quel rythme les étoiles naissent, quelle est la densité d'étoiles dans la région, puisque vous ne pouvez pas les voir. Alors, on a trouvé une technique qui est la suivante. Vous avez ici la puissance lumineuse rayonnée par une galaxie en fonction de la longueur d'onde. Donc ici, 10 micromètres, c'est l'infrarouge moyen. Ça correspond à des températures de 1000 degrés quand c'est du continu, et puis sinon, ça peut être stochastiquement des molécules qui vont à cette température et qui rayonnent la lumière. 100 microns, c'est typiquement 30 degrés au-dessus du zéro absolu, donc moins 240 degrés Celsius. Et là, c'est du rayonnement continu de poussière, de grains de poussière très, très, très gros, en fait, qui rayonnent à cette température-là. Alors voilà le spectre typique d'une galaxie normale qui forme des étoiles. Elle a un pic ici, donc ces régions dont je vous ai parlé, qui sont très enfouies, hein, où naissent les étoiles. Elle a un pic autour de 100 microns qui vient de la poussière qui est chauffée à 30 degrés au-dessus du zéro absolu, donc elle est chauffée à moins 240. Et puis ici, des raies moléculaires qui viennent des hydrocarbones polycycliques aromatiques, des molécules très complexes dont je parlais tout à l'heure, alors qu'ici ce sont des gros grains de poussière. Et vous avez donc une signature très claire d'une formation d'étoiles normale dans le disque d'une galaxie où il y a des petites régions de formation d'étoiles. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une flambée de formation d'étoiles induite par une fusion qui va comprimer la matière ? Donc voilà ce qui se passe. Vous avez une montée du spectre avec une température un peu plus élevée des gros grains de poussière, donc qui va piquer à une plus petite longueur d'onde, et vous n'avez quasiment pas de raies en émission ici de ces molécules complexes, qui est une signature caractéristique d'une région où les étoiles sont tellement proches de la poussière que le rayonnement dur des étoiles casse ces molécules et on ne voit plus leur signature. Et on a un continuum qui va dominer avec des petites signatures ici. Donc en fait, grâce à ces différences de spectre, on peut distinguer les galaxies comme les rouges qui sont avec des régions de formation d'étoiles très compactes typiques d'un starburst et d'une région qui va nourrir un noyau actif, parce qu'effectivement les noyaux actifs, eux aussi, vont carrément noyer ça. Donc ici, il va y avoir à nouveau le mélange entre le starburst et le noyau actif, et puis des galaxies normales qui vont avoir ça. Alors, quand on regarde dans l'univers local, ce rapport entre cette valeur maximale des gros grains de poussière et puis cette valeur ici, là où il y a des raies, où il n'y a pas de raies, donc ce rapport, il est très élevé pour une galaxie où la formation d'étoiles est compacte, il est très peu élevé quand elle n'est pas compacte. On voit que dans l'univers local, la quasi-totalité des galaxies rayonnent comme une galaxie normale,
Et puis il y a quelques galaxies, il y a une queue de distribution de galaxies compactes, de flambées de formation d'étoiles pour des fusions de galaxies. Alors on s'est dit, bon, dans l'univers lointain, si notre théorie est la bonne, on devrait voir la plupart des galaxies dans cet endroit-là, piquées là, puisque ce seraient des fusions de fusion qui feraient la formation d'étoiles. Eh bien non. En réalité, c'est complètement la même chose. Et donc là, on est rentré dans une autre ère où on s'est rendu compte qu'en remontant dans le temps, les galaxies présentaient des propriétés universelles qui ne semblaient pas se distinguer depuis l'univers proche à l'univers lointain, malgré le fait qu'elles étaient beaucoup plus jeunes, qu'elles avaient beaucoup plus de gaz qu'elles n'avaient pas encore converti en étoiles, qu'elles avaient moins de métaux, carbone, azote, oxygène, fer, etc. Malgré tout ça, par des processus qui s'auto-annihilaient les uns les autres, par ce qu'on appelle de l'autorégulation, finalement, en regardant cette propriété-là et tout un autre ensemble de propriétés que je n'aurai pas le temps de décrire ici, on s'est rendu compte que les galaxies présentaient des propriétés vraiment universelles. Et je vais vous montrer une autre propriété universelle qui va justement nous permettre de quantifier le rôle des flambées de formation d'étoiles un peu plus avant. Donc là, on se rend compte qu'il semblerait que la majorité de la formation d'étoiles dans le passé se soit produite de manière normale et non de manière induite par une compression de la matière, comme on l'a pu le voir pour des flambées de formation d'étoiles, et qui sont souvent associées à des noyaux actifs. Alors, si je vous montre maintenant l'ensemble du spectre d'une galaxie, vous avez ici dans le visible et l'infrarouge proche la lumière qui vient des étoiles vieilles, puis ici la lumière absorbée par la poussière des étoiles jeunes, et vous pouvez comparer maintenant les deux. Ici, ça vous donne le taux de formation d'étoiles, tout simplement parce qu'une étoile jeune va vivre 10 millions d'années. Donc si vous la voyez, vous savez qu'elle est née il y a moins de 10 millions d'années. Donc la masse d'étoiles jeunes divisée par 10 millions d'années vous donne le taux de formation d'étoiles. Et puis les étoiles vieilles, un tiers de masse solaire, ça vit plus que l'âge de l'univers. Et donc vous savez que ces étoiles-là, elles sont là depuis qu'elles sont nées, elles ne vont jamais s'éteindre. Et donc ça vous donne une idée de la masse, puisque la masse d'une galaxie est principalement dans les étoiles de petite masse. Une étoile de 10 masses solaires fait 4000 fois la lumière du Soleil, donc 4000 fois pour une seule, mais elle ne fait que 10 fois la masse du Soleil. Donc elles vont complètement dominer la lumière, les grosses étoiles, mais elles ne vont pas du tout dominer la masse. Alors, maintenant, en faisant le rapport des deux, on a une nouvelle information. Vous avez ici la comparaison entre la masse des étoiles jeunes et la masse des étoiles vieilles. En réalité, c'est la masse d'étoiles jeunes, donc c'est le nombre c'est des étoiles qui viennent de naître, donc on peut en déduire le taux de formation d'étoiles. La masse d'étoiles nées en 10 millions ou 100 millions d'années, donc le taux de formation d'étoiles en masse solaire par an, en fonction de la masse d'une galaxie. Et ce qu'on peut voir ici, alors ici on est dans l'univers proche, c'est que pour les galaxies qui forment des étoiles, on n'a pas pris celles qui n'en forment plus, puisque celles qui n'en forment plus, elles n'ont pas le droit de figurer ici, on voit qu'il y a une relation que nous, astrophysiciens, on appelle fine. Avec une belle corrélation. Vous allez me dire, c'est un patatoïde allongé, mais nous, on appelle ça une corrélation fine, avec une dispersion d'un facteur 2 seulement. Et ça veut dire que si une galaxie est à peu près 10 fois plus massive qu'une autre, elle forme 10 fois plus d'étoiles qu'une autre. Et ça, c'est étrange parce que si c'était les starbursts qui régulaient la formation d'étoiles dans les galaxies, il n'y aurait aucune corrélation entre le taux de formation d'étoiles et la masse. Si une galaxie est 4 fois plus massive, ce n'est pas pour autant qu'elle va avoir des fusions de galaxies. Elle en aura quand elle en aura, mais si elles avaient des fusions, vous auriez des galaxies là-haut, des galaxies là, et puis vous auriez une distribution. Et plus vous attendez à avoir des flambées de formation d'étoiles dues à des fusions, plus vous attendez à des galaxies qui sortent. Donc cette dispersion faible va à l'encontre de l'idée que dans l'univers proche, se forment beaucoup d'étoiles sous la forme de flambées. Effectivement, regardez ces points rouges ici, c'est le nombre par rapport à ceux qui sont là, qui sont beaucoup plus nombreux, de flambées de formation d'étoiles dans l'univers proche. Et quand on remonte 8 milliards d'années dans le passé, 10 milliards d'années dans le passé, 12 milliards d'années dans le passé, on retrouve la même relation avec toutes les galaxies qui suivent cette relation. Et plus globalement, quand on le dessine ici tel qu'on l'a mesuré avec la satellite Herschel, si on regarde la proportion de starbursts, donc de galaxies qui font des flambées de formation d'étoiles, en fonction du temps, et là on prend différents cas, ceux qui forment 2,5 fois plus qu'une galaxie normale, 3, 4 fois plus, ça ne change pas. En d'autres termes, les flambées de formation d'étoiles représentent 3%, 4, 5% de la formation d'étoiles sur toute l'histoire de l'univers. Alors là, on fait maintenant machine arrière, on se rend compte qu'une phase
courante dans l'histoire des galaxies, mais courte, a globalement peu d'effet sur l'histoire de la croissance des galaxies. Et ces starbursts, qui étaient censés dominer parce que dans l'univers lointain, les fusions de galaxies étaient courantes, semblent jouer un rôle négligeable. Comment est-ce possible? Puisque les fusions doivent avoir lieu, puisqu'on pense que les galaxies sont nées des petites vers les grandes, pourquoi n'ont-elles pas cet effet attendu d'augmenter la proportion de flambée de formation d'étoiles? Alors, comme Françoise vous l'a expliqué tout à l'heure en montrant des simulations de fusion de galaxies, on peut expliquer dans l'univers proche, quand il y a deux galaxies avec à peu près 10% de matière interstellaire et 90% d'étoiles, et de la matière noire, on peut expliquer des flambées de formation d'étoiles, on peut expliquer que le taux de formation d'étoiles, Star Formation Rate, augmente à un premier passage, puis à un deuxième passage lorsque les deux galaxies fusionnent. Ça s'explique assez bien dans ces simulations-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la fusion, dans cette simulation de Renaud et Bourneau et al. 2014, qui a eu un prix du magazine La Recherche en 2015, on pense que la fusion induit de la turbulence compressive qui va comprimer la matière avec une dispersion de vitesse de 50 km par seconde, une variation de la vitesse de la turbulence, en comparaison avec 5 km par seconde pour une galaxie isolée. Mais dans cette simulation qui maintenant montre comment deux galaxies qui fusionnent changent leur histoire de formation d'étoiles lorsqu'elles ont 50% de matière interstellaire. Ça, c'est des galaxies caractéristiques de l'univers lointain. Eh bien, les histoires que vous voyez ici se mélangent complètement. Le rouge, le bleu, le vert, ne cherchez pas à les distinguer, ils ne se distinguent pas. Vous ne voyez pas, quels que soient les angles d'impact, les différentes histoires de fusion qui ont été considérées, vous ne voyez pas d'effet majeur sur l'histoire de la formation d'étoiles. En d'autres termes, il semblerait que lorsqu'une galaxie est très très riche en matière interstellaire, une fusion ne provoque pas de flambée de formation d'étoiles majeure. Donc ça pourrait expliquer pourquoi on ne voit pas cette croissance des flambées de formation d'étoiles, mais à l'inverse, on en voit quand même. Et il faudrait quand même expliquer pourquoi on en voit et aussi pourquoi la matière va parfois nourrir un noyau actif. L'autre point qui résulte de cette séquence, de ce lien entre le taux de formation d'étoiles et la masse des galaxies, c'est que si les galaxies suivent cette relation, comme les galaxies ne peuvent pas maigrir, contrairement à nous qui n'arrivons pas non plus, les galaxies qui sont par exemple plus massives que 5 puissance 10 masses solaires, donc 50 milliards de masses solaires, vont soit grossir, soit rester à la même masse. Or, si je remonte un peu ma relation, si maintenant je me place ici, on va dire ici, il y a 8 milliards d'années à redshift de 1, et je regarde les galaxies qui sont plus massives que ce point vert, typiquement plus massives que 3, 4, 50 milliards de masses solaires, eh bien, leur taux de formation d'étoiles est obligatoirement au-dessus de cette valeur-là. Toutes les galaxies qui sont plus massives ici ont un taux de formation d'étoiles qui est plus élevé. Ça veut dire qu'elles entretiennent une formation d'étoiles pendant très très longtemps. Or, quand on mesure la quantité de matière qui est disponible pour que la galaxie forme des étoiles, et ça on peut le faire en mesurant la quantité de poussière qui rayonne de la lumière avec le spectre infrarouge, et cette quantité de poussière permet de déduire la quantité de gaz qui est dans les galaxies, qui sert de réservoir à former des étoiles. Et quand on calcule ça, on s'aperçoit que ces galaxies-là ont typiquement 40% de matière interstellaire, ce qui permet de vivre par à peu près, de former des étoiles à ce rythme-là pendant à peu près 700 millions d'années. Et c'est une question qui a été posée en 1957 par Sidney Vandenberg. Il s'est rendu compte que dans la Voie lactée, si vous regardez le rythme auquel la matière interstellaire forme des étoiles, dans 700 millions d'années, il n'y aura plus de formation d'étoiles. Donc nous habitons une époque très très particulière de la Voie lactée, où la matière interstellaire est régulièrement nourrie par de l'apport de matière intergalactique. Eh bien, cette problématique, on la retrouve à toutes les époques de l'histoire de l'univers. À chaque époque, du fait que le taux de formation d'étoiles des galaxies est donné à peu près par leur masse, on se rend compte qu'en 700 millions d'années à peu près, elles vont épuiser tout leur réservoir de matière interstellaire. Ça, c'est la meilleure preuve qu'il faut nourrir les galaxies par de la matière qui n'est pas dans les galaxies. Et ça, c'est un changement complet de paradigme où finalement,
les fusions de galaxies vont jouer un rôle mineur, mais l'apport de matière intergalactique va jouer un rôle majeur et qui va donner la possibilité aux galaxies d'entretenir leur formation d'étoiles. Alors, ça, c'est une vision d'artiste, mais des simulations numériques ont montré que cette matière intergalactique pouvait effectivement nourrir les galaxies telles qu'on la voit dans des simulations cosmologiques où la matière refroidit. Alors, ce ne sont pas les flots de refroidissement, ce n'est pas les qu'on a au cœur des amas de galaxies, mais c'est des courants de refroidissement qu'on a, qui nourrissent ou des cold flows, comme on les appelle, qui nourrissent les galaxies en dehors des amas de galaxies et qui vont conduire à la formation d'étoiles. Donc les galaxies sont nourries par ces filaments de la même manière, finalement, de manière assez proche, finalement, de ce qui se passe à l'intérieur d'une galaxie où les étoiles, c'est une autre des découvertes de satellite Herschel, se forment dans des filaments où la matière se densifie. Et finalement, aux très grandes échelles comme aux petites échelles, c'est des filaments qui sont à l'origine de la formation des étoiles. Alors maintenant qu'on se situe dans ce nouveau contexte, on va revenir sur la problématique de la formation d'étoiles et du rôle des flambées de formation d'étoiles et des noyaux actifs. J'essaie de me placer donc d'un point de vue, comme vous l'avez vu, statistique pour essayer de voir quel est le rôle global de ces phases. Maintenant, vous avez deux galaxies qui vont courber la structure de l'espace-temps et dans laquelle la matière diffuse va s'écouler comme de l'eau qui coule dans une mare qui est plus profonde. Vous commencez avec des petites fluctuations du fond diffus cosmologique et vous voulez arriver à un grand contraste, et ça va se faire avec l'accrétion de matière. Donc, ces puits de potentiel gravitationnel, ces creux dans l'espace-temps, sont creusés par la matière noire, et la matière noire qui creuse l'espace-temps va conduire la matière normale, la matière baryonique, à couler dans ces puits de potentiel gravitationnel et à les remplir. Le problème, c'est que si la matière baryonique suivait la gravité de la matière noire, les puits seraient remplis à ras-bord. Or, ce que l'on observe, c'est que les puits les plus remplis, comme la Voie lactée, sont à peu près à 1/6 du niveau où ils devraient être, et les puits les plus profonds des grandes galaxies géantes sont à un 20e, un 50e de ce qui devrait, et les galaxies satellites, pareil, les petites galaxies. Donc il y a un problème majeur, c'est que vous avez des puits asséchés avec de l'eau qui n'attend qu'à tomber. Plus de 90 des baryons de la matière normale n'est pas dans les galaxies. Elle devrait s'écouler dans les galaxies et elle ne le fait pas. Alors là, on arrive enfin à cette... Voilà, c'est le petit... Alors, c'est dommage, je voulais enlever ça, mais je vais voir si j'y arrive à le... Tant pis. Le film, je voulais... Bon, oubliez ce petit carré qui est là, Voilà. Oubliez ce carré-là. Maintenant, revenez au petit puits de potentiel. C'est là où on pense que les vents produits par les supernovae et par les noyaux actifs de galaxies pourraient jouer un rôle. Vous avez maintenant donc, la matière qui a atteint ce seuil ici dans les puits de potentiel gravitationnel. Voici comment on pense que les supernovae ont pu avoir un rôle important. Vous avez un starburst, vous avez des vents dus aux étoiles, comme l'a montré Françoise, qui permettent à la matière, qui est propulsée à des vitesses suffisamment grandes pour sortir d'un petit puits gravitationnel, de sortir et donc à la galaxie de s'arrêter. Maintenant, pour une grosse galaxie, un puits de potentiel très profond, les supernovae ne suffisent pas à sortir, et on pense que ce qui va se produire, c'est que le jet produit par le noyau actif chauffe la matière intergalactique et l'empêche de tomber. En d'autres termes, c'est comme si vous aviez de l'eau qui devait tomber dans le puits, mais vous la chauffez, elle s'évapore, donc elle n'a plus de raison de tomber. Donc là, on a un mécanisme qui pourrait expliquer ce que montrait tout à l'heure Françoise, le fait qu'on a moins de galaxies de petite masse et moins de galaxies de grande masse que ce que prévoit la théorie. Alors, cette histoire a été mise en avant dans un premier temps, cette idée qu'on devait tuer les galaxies, parce qu'on voulait, dans un premier temps, expliquer pourquoi certaines galaxies ne formaient plus d'étoiles. Mais comme je vous l'ai montré, en fait, le problème est exactement l'inverse. La matière qui est dans les galaxies ne leur permet de vivre que 700 millions d'années, de former des étoiles que 700 millions d'années. Donc vous n'avez pas besoin de les tuer. Elles vont épuiser leurs réserves en 700 millions d'années.
Donc, si vous placez quelqu'un dans une pièce fermée avec un certain volume d'oxygène, vous n'avez pas besoin de lui tirer une balle dans la tête. Désolé pour l'image. Il suffit d'attendre. Alors pourquoi a-t-on quand même besoin d'assassiner les galaxies? Tout simplement parce qu'on pense qu'elles devraient mourir trop vite. C'est exactement l'inverse. Et donc il faut les nourrir pour qu'elles vivent plus que 700 millions d'années. Et si vous les nourrissez pour qu'elles vivent plus que 700 millions d'années, elles ne vont jamais s'arrêter. Parce que la matière ne cesse de couler. Or, plus de la moitié des étoiles sont dans des galaxies elliptiques qui ne forment plus d'étoiles. À ce moment-là, vous avez un problème. Vous avez expliqué pourquoi, dans toute l'histoire passée, les étoiles se formaient dans les galaxies, mais vous devez maintenant expliquer pourquoi les galaxies meurent. Donc, la raison pour laquelle on revient de nouveau à ce processus de feedback, ce n'est pas pour qu'elles arrêtent de former des étoiles à l'intérieur, puisque ça se fait tout seul, mais c'est pour empêcher la matière de tomber. Cette matière intergalactique qu'on veut empêcher de tomber, on ne l'a jamais vue. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation qui est un petit peu périlleuse, où la justification de nos théories repose sur de la matière qu'on n'a jamais vue, mais qu'on prévoit en théorie. Et si cette matière qui existe, qu'on prévoit en théorie, tombe dans les galaxies, alors ça ne colle pas non plus avec ce qu'on observe, puisque les galaxies s'arrêtent de former des étoiles, donc il faut qu'on rajoute des processus physiques. Alors peut-être que ça marche, mais comme le disait Françoise, quand on regarde l'intensité des vents, le taux de formation d'étoiles des galaxies ne change pas, on ne voit pas d'effet flagrant. Alors maintenant, je vais rentrer dans la partie un peu plus spéculative de notre approche. Pourquoi vous rigolez? Alors, quelle est l'origine des galaxies, maintenant qui sont des cas extraordinaires, parmi les galaxies mortes, qui sont celles qui sont mortes les premières? Et ça, c'est intéressant parce que si vous voyez des galaxies qui ne forment plus d'étoiles, mais 3 milliards d'années après le Big Bang, c'est-à-dire que vous êtes dans une époque où l'univers était très dense, où il y avait très peu d'étoiles qui s'étaient formées, il y a de l'eau partout qui devrait tomber dans les puits, et des galaxies massives s'éteignent. Et celles qui s'éteignent, à cette époque-là, sont ultra compactes. Donc paradoxalement, elles ont formé leurs étoiles encore plus efficacement que les autres, et c'est celles qui s'éteignent le plus. Alors ça, c'est un mystère aujourd'hui, pour beaucoup, qui peut s'illustrer par ces deux diagrammes. Alors, vous avez à gauche des galaxies passives elliptiques. Alors, j'avais qu'un petit dessin de galaxies, donc j'ai mis celle-là, mais elles n'ont pas leurs bras. C'est des galaxies comme ça. Et vous avez ici le rayon de demi-lumière en milliers de parsecs. Donc, 1, c'est 3000 parsecs. C'est-à-dire que dans cette taille-là, la moitié de la lumière produite par la galaxie est faite par cette région-là. Alors, ce sont des galaxies, en anglais early type galaxies, donc galaxies elliptiques de type précoce qui forment dans le diagramme de Hubble. À l'époque de 3 milliards d'années après le Big Bang, ces galaxies relativement massives, qui sont éteintes, ont un rayon de l'ordre de 3000 années-lumière. C'est tout petit, 3000 années-lumière. Et si vous regardez maintenant les galaxies qui forment des étoiles à la même époque, qui sont celles qui vont s'éteindre et qui vont donner naissance à celles-là, elles ont des tailles de 3 à 4 kiloparsecs, donc de 10 000 années-lumière. Elles sont toutes énormes. Comment une galaxie énorme ici va s'éteindre pour devenir une galaxie compacte? On ne sait pas le faire. Et le problème est d'autant plus délicat que lorsque vous avez un gaz d'étoiles, un ensemble d'étoiles, comme ces étoiles ne se frottent pas, c'est un gaz qui est non dissipatif, non visqueux, d'étoiles, particules sont des étoiles, eh bien, elles ne peuvent pas perdre leur énergie et devenir compactes. Le seul moyen d'apporter de la matière dans une région très, 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 très compacte, c'est que c'est la matière qui n'est pas de la matière sèche comme les étoiles, mais la matière humide, du gaz, qui va avoir ces processus de rayonnement, Bremsstrahlung, effet Compton, effet de rayonnement par les raies, les atomes, etc., et qui vont ensuite lui permettre de se concentrer. Alors pour voir ça, il faut aller regarder avec ALMA l'ensemble d'interférométrique ALMA qui permet d'aller voir justement la matière diffuse et voir si, à ces époques lointaines, elle était concentrée, parce que les blobs que je vous ai montrés avec Herschel, on ne pouvait pas les résoudre. La capacité de résolution d'Herschel était bien meilleure que ce qu'on a pu voir avec les satellites précédents, mais bien loin de ce qu'on peut faire avec ALMA. Alors vous avez ici, justement,
à 100 microns avec Herschel une galaxie qu'on voit ici comme un petit point, et ici à 500 microns, ça ressemble à une tache. Et maintenant, on va regarder dans l'infrarouge lointain, justement là où est rayonnée la majorité de la lumière de la poussière, avec ALMA. Ici, ce carré-là, ce petit carré bleu qui est un pixel de l'image ici, c'est cette image-là vue par le télescope spatial Hubble. Et si maintenant vous faites un zoom sur ce carré dans l'image du télescope spatial Hubble, vous aboutissez à cette image d'ALMA, où on peut mesurer la taille où se trouve la poussière interstellaire et la région de formation d'étoiles. Donc on a fait ça sur un certain nombre de galaxies, qui sont toutes des galaxies qui se trouvent être ultra compactes. Et quand on mesure la taille de ces galaxies, eh bien, on trouve de nouveau ce 1 kg par sec, ce 3000 années-lumière. C'est un résultat qu'on n'a pas encore publié, mais qui montre que l'on voit en direct des galaxies ultra compactes qui viennent de se former et qui, pour celles qui sont les plus intenses, ont un noyau actif qui est, très intense, qui est là, en activité, dans les plus compactes d'entre elles. Alors maintenant, on va aller encore un peu plus loin dans le... Donc maintenant, on va essayer de voir s'il y a un lien de parenté entre les starbursts et les noyaux actifs. Et aller au dernier cran maintenant de notre spéculation. Les noyaux actifs pourraient-ils participer à la naissance des galaxies? Vous savez, dans la présentation qu'a fait Françoise et dans celle qu'avait fait Jean-Pierre Luminet, on a des cas un peu particuliers, comme cette galaxie NGC 1277, qui a un trou noir qui est 600 fois plus massif que ce qui devrait être, qui montre bien que les trous noirs n'ont pas nécessairement empêché les galaxies de croître, puisque celles-ci, avec un trou noir énorme, auraient dû s'éteindre depuis très longtemps. Et une galaxie avec un trou noir de 12 milliards de masses solaires, observée 900 millions d'années après le Big Bang, qui suggère que les trous noirs se forment de manière très efficace. Ce qu'avait conclu Jean-Pierre Luminet dans sa présentation, c'était que cela suggère qu'il est possible que l'une des hypothèses de formation des trous noirs supermassifs dans les galaxies soit revitalisée. Cette hypothèse consiste à dire que les trous noirs naissent supermassifs plutôt que de la coalescence de petits trous noirs. Parce qu'on n'a pas le temps de produire un gros trou noir par la fusion de plein de petits trous noirs en 900 millions d'années. Si maintenant vous avez des trous noirs supermassifs qui naissent très tôt dans l'histoire des galaxies, alors il est difficile de dire qu'ils vont tuer les galaxies, puisqu'ils les auraient tuées avant même qu'elles commencent à grandir. Par contre, on peut se demander si elles ont pu participer à la naissance des galaxies. Voici quelques exemples. Ennis 210, vous avez un trou noir avec des jets ici qui sont directement liés à cet ensemble de ces super amas d'étoiles, typiques d'un starburst extraordinaire, complètement alignés. Les auteurs, lorsqu'ils présentent cet article, disent qu'ils ont vu des super amas d'étoiles et ne parlent pas du lien avec le noyau actif parce que c'est mal poli. C'est mal poli parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de trouver un mécanisme qui tue les galaxies. Si vous commencez à dire que les jets d'AGN favorisent la formation d'étoiles, vous rendez le problème plus grave et vous perdez tous vos copains dans le domaine de l'astrophysique. Formation d'étoiles induite, l'objet de Minkowski, à nouveau un jet avec une galaxie qui a tout juste 7,5 millions d'années, 19 millions de masses solaires, en lien avec un jet radio qui semble avoir compacté la matière. Centaurus A, une galaxie elliptique géante, massive, qui est censée ne plus former d'étoiles, effectivement, mais si vous regardez dans le prolongement du jet, vous voyez ici un blob ici qui a été résolu et on voit que que cette émission vient d'un nombre d'étoiles, d'une dizaine d'étoiles OB, qui sont des étoiles massives, jeunes, qui viennent de naître et qui, de nouveau, semblent avoir été induites par la pression du jet. GRS 1915, un microquasar, comme l'a montré Françoise tout à l'heure, eh bien, à l'extrémité des deux jets de GRS 1915, vous avez des régions de formation d'étoiles. Un autre cas, cette galaxie qu'on avait étudiée en 2009, où on a une ULIRG, de nouveau une galaxie qui a une flambée de formation d'étoiles extraordinaire, qu'on pensait associée à un quasar et qui se trouve être associée à la galaxie juste à côté, qui est exactement dans l'alignement d'un jet radio qui vient comprimer la matière ici, un peu comme le montre ce petit film ici, et où on pense que le starburst a été induit par le noyau actif de galaxies. Alors, pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, on est confronté à un paradoxe, c'est que les galaxies
semblent former peu d'étoiles dans une phase de flambée d'étoiles et que les noyaux actifs ne semblent pas affecter l'histoire de la formation d'étoiles de manière visible au cours de l'histoire intégrée de l'univers depuis le Big Bang, et qu'il faut accepter l'idée qu'il y a une sorte de manne céleste qui nourrit les galaxies, puisque elles ne vivraient que 700 millions d'années si elles ne recevaient pas de matière intergalactique. Le candidat idéal, ce sont ces cold flows, ces courants froids, avec un prix à payer, c'est que vous supposez que de l'eau attend en suspension de tomber dans des puits, et si vous acceptez cette idée-là, il va falloir ensuite l'empêcher de tomber par des mécanismes de feedback. À ce moment-là, les starbursts et les noyaux actifs seraient des mécanismes qui, dans la galaxie, ne participent pas tellement à l'évolution de la formation d'étoiles à l'intérieur de la galaxie, mais qui empêcheraient la matière de tomber dans la galaxie. Donc ça voudrait dire que ces processus empêchent la matière de se concentrer. Et maintenant, comble du paradoxe, les galaxies les plus massives, où on a le plus besoin d'empêcher la matière de tomber, sont celles qui sont dans l'univers lointain et qui sont les premières à s'être formées, les plus compactes, et qui se sont formées avec des starbursts, puisqu'on pense qu'elles se sont formées très rapidement. On voit des starbursts, les galaxies que j'ai montrées, vues avec ALMA, ce sont des starbursts, avec à l'intérieur des noyaux actifs, et qui sont en train de former des étoiles dans une région très compacte, donc comme si rien ne les empêchait de former des étoiles. Et donc, on a véritablement un paradoxe, c'est qu'il faut à la fois expliquer comment rendre la matière plus efficace à tomber dans les galaxies et à faire des étoiles, et en même temps expliquer comment les galaxies s'éteignent après. Donc, on a l'habitude de dire que c'est le processus de feedback qui doit être amélioré dans les simulations numériques, ce qui est possible, mais il est aussi tout à fait possible qu'il faille revoir ce cinquième point dont je parlais tout à l'heure, qui est qu'on n'a peut-être pas compris toute la physique qui était en jeu. Parmi les mécanismes auxquels on pense, le champ magnétique qui pourrait sortir des galaxies, participer à une interaction avec le milieu intergalactique, pourrait canaliser des rayons cosmiques, chauffer le milieu intergalactique, certains commencent à travailler là-dessus. Et puis, les hypothèses qu'on fait sur la matière noire. Ces puits, ils sont creusés par la matière noire. Si elle est une matière noire standard, froide, alors effectivement, ils ont la profondeur qu'on croit. Si vous mettez un peu de matière noire chaude, c'est-à-dire de particules qui se déplacent beaucoup plus vite, comme des neutrinos, vous effacez un peu les puits. Si vous changez la gravité, vous changez complètement la physique qu'on dit là. Donc il est tout à fait possible qu'on se soit complètement trompé sur la physique de la gravité, sur la physique de la matière noire, etc., et qu'on veuille accuser les starbursts et noyaux actifs de tous les maux, alors qu'en même temps, à chaque fois qu'on les observe, ils participent à la naissance des galaxies. Donc pour moi, je trouve que c'est une phase extraordinaire où on ne sait pas si demain matin, on ne va pas lire un article de quelqu'un qui va nous dire « ça y est, j'ai trouvé, c'est ça, et ce n'était pas ce qu'on pensait ». Donc j'espère que vous aussi, maintenant, vous saurez que demain matin, il va sortir quelque chose d'extraordinaire, ou après-demain. Voilà, je conclurai là-dessus.